De sportif professionnel à directrice financière, c'est le parcours de mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai invité Karine Havas. Karine Havas, c'est une ancienne professionnelle de volley, mais pas que une pro, sportive pro. Elle a été capitaine de l'équipe de France pendant plus de 2 ans, elle a des titres incroyables. Et après, elle est passée à la finance en grimpant les échelons et en passant jusqu'à directrice financière. Et même aujourd'hui, elle est CEO de sa boîte, du Bureau Veritas. On a parlé de plein de choses, de l'état d'esprit, on a parlé de comment on s'adapte, on a parlé de plein de sujets qui j'espère vont t'intéresser et je te souhaite une bonne écoute. Et j'ai une super nouvelle, et pour toi, et pour moi. Cette vidéo est sponsorisée, c'est mon premier sponsoring, et je suis fier d'annoncer que CCH Tagetic est mon premier sponsor. J'ai dit que c'était une bonne nouvelle et pour toi et pour moi, à la fois pour moi parce que je suis très fier de faire cette collaboration avec un des leaders et un des outils que je place parmi les meilleurs largement, mais surtout aussi, cette vidéo n'est pas que un sponsoring vidéo pour le podcast, c'est aussi un sponsoring pour toi, car CCH Tagetic t'invite à leur événement InTouch le 22 septembre au Palais Brognard, et ça va être un des plus gros événements qu'ils ont organisé. Donc je vais te mettre le lien en description, viens, on sera très nombreux, et tu vas découvrir énormément de choses, et tu vas découvrir aussi pourquoi c'est le leader à la fois de la conso, car ça, pour ça on le sait, mais aussi du FP&A. Allez, à bientôt, et n'oublie pas, la finance, c'est aussi une question de mindset. Bonjour Karine. Bonjour Jonathan. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Alors je vais te demander juste de te présenter rapidement, histoire que les gens apprennent à te connaître au moins, Bien s'il te sûr. plaît. Donc, je suis Karine Havas, je suis CFO pour la France chez Bureau Veritas et présidente de Capital Énergie. Capital Énergie est une filiale de Bureau Veritas dans la transition énergétique et notamment les certificats d'économie d'énergie. Super. Alors moi je t'ai rencontré dans des différents événements où tu es intervenu et je me suis dit, je vais essayer d'avoir Karine en interview. Tu as accepté, merci beaucoup. Et toi, tu as aussi un parcours assez sympa en tant que sportif professionnel, reconverti en financière, avec un beau parcours en finance aussi, donc on en reparlera. Mais je vais commencer par la première question. C'est quoi pour toi un bon business partner? Un bon business partner. Alors, c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on parle de business partnering. Un bon business partner, c'est quelqu'un qui a le sens du service, a le sens du client interne. Pour moi, c'est vraiment une définition et un pan important du business partner, notamment en finance. La finance, oui, elle a un rôle qui est connu pour être un petit peu le gardien du temple. Et depuis plusieurs années, on parle de business partnering pour la fonction finance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus juste détenteur de l'information, mais on est analyseur, co-analyseur, et puis surtout co-performeur, j'ai envie de dire, de la donnée avec les opérationnels, avec les ressources humaines, etc. Et donc, pour être co-performeur, eh ben, il faut avoir une volonté d'agir ensemble Mhm. et non pas juste de dire oui, non, t'as pas le droit ou tu as le droit, un petit peu la caricature À l'ancienne. à l'ancienne. Donc, en ça, je pense que ouais, la fonction finance, notamment, quand on dit business partner, pour moi, et je le dis toujours à mes équipes, hein, qu'en pense ton client? Oui, Et ça, effectivement. c'est un peu, ça peut un peu dérouter les Mhm. équipes finance, mais qu'en pense ton client? Est-ce que tu es allé voir ton client? Alors évidemment, ton client, c'est ton collègue, Bien mais sûr, quelque part, mais c'est c'est un client. important, exactement, de bien identifier qu'on est là pour les accompagner dans la recherche de performance. Parfois, on les accompagne en disant, bah, ça non, Bien sûr. voilà, ça n'empêche pas On n'est on pas joue là pour notre dire oui rôle, à tout voilà, non plus. On est là pour être un exactement, petit peu on parlait du gardien du temple à l'époque, mais là c'est pas vraiment ce rôle-là qu'on a, c'est justement le gardien peut-être des décisions, notamment, où on exactement, doit, éclairé. voilà, on doit savoir aussi lui dire, attention, il y a ce risque-là, il y a quelque chose à voir. On a l'avantage souvent par rapport à nos partenaires d'avoir une vision plus large aussi. Exactement. Donc ouais, non, je comprends bien, je vois bien ce que tu veux dire, quoi. Et donc effectivement, ce business partnering, il passe par l'approche client interne et il passe effectivement, tu viens de le dire, par le partage d'informations. Mhm. Et ça c'est clé parce que le CFO, la fonction finance, est au centre, un petit peu la pierre angulaire du partage d'informations. Et c'est important de pouvoir diffuser la bonne information à la bonne personne et pas d'immerger nos clients internes d'informations qui ne leur sont pas utiles. Donc il faut savoir doser Mhm. ce qu'on partage, mais en tout cas le partage d'informations permet aussi d'avoir de la co-performance et puis d'avancer ensemble vers, euh, vers une vers une amélioration de notre impact, vers une amélioration
des résultats économiques et souvent maintenant, et c'est ça qui est chouette, de la valeur de l'entreprise, au sens plus large que juste économique. Non, c'est intéressant. Et puis bon, ce que je disais toujours à mon équipe, t'es pas là pour être assis derrière ton ordinateur. Ah non. C'est pas, enfin, moi, ça rend le métier inintéressant. En réalité, cruncher sa data, c'est pas le truc de tout le monde. Il y en a qui aiment ça. C'est tant mieux, tant mieux pour Tant eux. mieux, et on les recherche. Mais c'est pas ça notre rôle. Voilà. C'est ce que je leur disais à chaque fois aux jeunes. On est là pour aller chercher l'info aussi. Alors que l'info va pas venir à nous. Et c'est pas en envoyant un mail qu'on a une info. C'est en allant parler à la personne. Complètement. Des fois, c'est compliqué, hein, ça, de dire, va parler. Parce qu'on a un peu cette mauvaise tendance des technologies, quoi. J'ai un mail, je lui envoie un mail copie la terre entière et j'espère qu'il aura une réponse. C'est pas ça le métier, quoi, à la base. Mais on lutte contre ça, très honnêtement, parce que, mais même nous, hein, tous, à un moment donné, enfin, on est en open space, moi je suis en open space personnellement, et on va avoir cette tendance à envoyer un mail au collègue qui est assis derrière. C'est vrai. Non, mais c'est quand tu réfléchis 2 secondes. Et pas c'est bête. Mais on l'a fait aussi, voilà. on l'a fait tous. Mais, voilà. Et c'est vrai que ça, bon, c'est l'avantage et l'inconvénient des nouvelles technologies, mais pour revenir à ta question de business partenaire, là où tu as entièrement raison, la troisième dimension, elle est la communication. La communication, elle est hyper importante pour être un bon business partner. Ouais. Donc, il y a la circulation de l'information, mais la façon aussi dont tu la communiques. Que ce soit verbal, que ce soit avec même par mail, avec des gros points rouges et 3 points d'exclamation. Voilà, il y a une façon de communiquer qui est très importante. Et là, je pense que la fonction finance, pas plus ni moins, voire plus, si peut-être plus que d'autres fonctions. Je pense qu'on a beaucoup progressé dans ce rôle de business partner et de communication des informations, de la data et des données. Et le truc que je vois aussi, ça fait plusieurs interviews, ça fait la 20e, hein, donc, et en fait, dans ces interviews, à chaque fois, ça revient, la communication. Bon, du coup, ça fait un peu de redondance sur LinkedIn quand je fais les épisodes, mais en fait, de toute façon, je pense qu'il faut le marteler quand même, ce message. On a un métier de relationnel. Tout le monde pense, ouais, tu fais finance, tu fais des maths. Contrôle de gestion, moi, bonjour Jean-Marc, ça me fait rappeler un peu Jean-Marc, un de mes anciens CFO qui me disait, t'es là pour compter des choux et des carottes, si tu penses faire des mathématiques appliquées, laisse tomber. Donc voilà, c'est comme ça en fait que ça commence. On fait pas des mathématiques complexes, on est là pour faire, moi, ce que j'appelle de l'intrapreneuriat en réalité. Si on arrive à avoir dans les équipes l'esprit intrapreneur, parce qu'on est un peu le rôle du CEO de ce qu'il a pas envie de faire en réalité. Oui, enfin, on lui apporte les informations pour qu'il puisse prendre une décision éclairée. Il peut pas tout faire. Tout à fait, il peut pas tout faire. Mais moi, comme un entrepreneur, va commencer à se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est pas la partie finance qui l'excite en général. Hein. Et en fait, une fois qu'on arrive à comprendre ça, que nous, on peut avoir aussi ce rôle d'appui et aussi de faire avancer. Quand on dit manager de la performance, c'est dommage d'être en cruncher de data et contrôleur, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ou comptable. Tout à fait. Mais ces deux fonctions peuvent coexister avec plus de communication, plus d'échanges que ça ne se faisait par le passé. C'est complètement aligné. C'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ta description. Et on va aborder le sujet pour lequel je t'avais abordé au début. C'est qu'en fait, tu as été sportif professionnel. Tout à fait. C'est pas tous les jours qu'on croise des sportifs professionnels en finance. Non, je pense pas. Et puis pas sportif professionnel de petit niveau, hein, tu as quand même été capitaine de l'équipe de France de volley pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, alors j'ai une carrière qui a duré plus de 15 ans. Donc j'ai commencé à 15 ans et j'ai fini à 30 ans le sport professionnel de haut niveau. Donc et j'ai même commencé plus tôt, mais le sport professionnel à 15 ans. Ouais. Et effectivement, j'ai été capitaine de l'équipe de France pendant 2 ans et capitaine de pratiquement toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué en club ou à l'étranger, parce que j'ai aussi joué dans les championnats étrangers. Et oui, effectivement, après dès le départ, je savais que c'était un environnement que j'adorais, dans lequel je me suis énormément épanouie et sur lequel je capitalise encore aujourd'hui. Mais au fond de moi-même, je savais que j'avais besoin de vivre une deuxième vie après celle de sportif de niveau. Et j'ai choisi celle de la finance. Un peu par hasard, on va pas se mentir. Mais comme beaucoup de financiers. À chaque fois, je dis, le choix de la carrière finance, c'est souvent par hasard. Tout le monde, enfin, ceux qui me disent, ouais, c'est par passion. Au début, non. Voilà. Ah oui, alors, en tout cas, moi, je ne vais pas le dire. C'était pas par passion. Au fur et à mesure des formations, des échanges, de la découverte de ce métier,
Euh, finalement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec ce que j'aimais faire et ce qui me faisait grandir. Mhm. Et donc, j'ai terminé par faire, enfin, terminé, j'ai pas terminé, mais je suis CFO et j'ai intégré la fonction finance. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement le fait d'avoir fait du sport à haut niveau par rapport à un rôle de financier? Alors je pense que t'es parti contrôleur de gestion, ça au tout début. Oui, au tout début, là non, la Non? réalité c'est que Ok. tout début, j'ai commencé avec donc un master en corporate finance. Mais j'ai commencé ingénieur logistique, rien à voir. D'accord, ok. Oui. Ça j'avais pas, ok, j'avais pas Absolument fait rien attention. à voir. Alors que j'avais un background financier, mais voilà, et que Ok. ça s'est Fil des passé opportunités, quoi. des opportunités. Et puis comme je finissais ma carrière sportive, voilà, pour pouvoir allier les deux, on m'a proposé ce job que j'ai trouvé hyper intéressant. Ensuite, j'ai fait un petit peu de commercial Ok. en Espagne dans une agence chez Jeffco et je remercie Jeffco tiens, qui m'a donné ma chance en tant que pour mon premier job et c'était Ok. pas facile parce que j'ai commencé à travailler à 30 ans après ma carrière Bien sûr. sportive Ouais. et tout le monde me la donnait pas, je peux vous le dire. Et donc j'ai eu la chance de croiser des personnes qui avaient une sensibilité par rapport au sport et surtout D'accord. les skills qui sont les compétences pardon et, qui sont apportées et qui sont intrinsèques au sport de haut niveau. Mhm. Et heureusement, j'avais ces personnes très intelligentes et ouvertes d'esprit en face de moi qui m'ont dit, ok, tu veux finir ta carrière de sportive professionnelle et commencer à travailler, c'est tout à ton honneur. Alors voilà, donc je suis partie en Espagne travailler et jouer Super. pour ma dernière année. C'est pour ça que du coup j'ai intégré une agence de logistique où là j'avais un rôle un peu de. J'ai commencé un peu. Je faisais un peu de draft, un peu commercial, je faisais quelques déchargements. Ok, un peu de Mais tout, quoi. vraiment C'était complet. couteau suisse, mais c'est moi qui ai souhaité découvrir le métier dans lequel enfin, dans l'entreprise dans laquelle j'avais aussi décidé d'investir, parce que l'entreprise avait aussi Bien sûr. décidé d'investir sur moi. Et pour la petite histoire, mon premier job, donc c'était celui-ci, et je gagnais 6,37 € de l'heure. Et, Oh la vache. C'est pas gros. et je faisais avec beaucoup de plaisir. Bon, alors j'avais la chance d'avoir une carrière internationale à côté et de ne pas être dans le besoin puisque je gagnais ma vie Oui. par le sport. Et Mais heureusement, parce ouais, que... voilà. Mais je pense qu'il y a des moments, il faut savoir qu'il y a une opportunité. C'est pas celle qui fait rêver la plupart des gens. Mais c'est là aussi où j'ai découvert la finance, à un plus petit niveau, hein, un niveau Mhm. peut-être presque administratif. Ok. Et je me suis dit c'est quand même sympa parce que c'est là j'ai cette agence, j'avais réussi en une année à finalement à redresser deux trois ce que l'on appellerait maintenant SIG deux trois KPIs financiers qui me semblaient un petit peu qu'on pouvait améliorer et puis voilà et c'est là où je me suis dit tiens c'est super intéressant comme job en fait. Ok. Mm. Bon, c'est marrant. Et donc, bon, après, du coup, t'es passé, bon, t'as été jusqu'à CFO, Mm. en passant par différentes enseignes, tu passais par Ikea, si je dis pas de bêtises. Donc Exactement. voilà, c'est donc Mm. différents domaines en Tout plus. à fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'être, enfin, qu'est-ce que tu retiens de ta carrière sportive Ouais. qui fait qu'aujourd'hui, ça t'aide vraiment dans ton boulot? Tout. Oui, Honnêtement, ouais, je ok, ouais. pense que si, en ayant commencé à 30 ans, de travailler dans une entreprise et de travailler tout court, parce que je connais, enfin, Oui, t'as pas je travaillais dans bossé, le enfin, t'as sport, mais bossé dans le sport, mais t'as pas bossé je ne dans connaissais l'entreprise, quoi. pas l'entreprise privée. Mm. Euh, et d'être à 40 ans, d'avoir eu la chance de pouvoir avoir 3 enfants pendant ces 10 années et de monter de responsable logistique j'étais directrice du contrôle de gestion et puis CFO chez Ikea. Ouais. En 10 ans, je pense que si j'avais pas eu le sport et ma carrière sportive derrière, je pense que c'était complètement pas possible parce que finalement 10 ans, on enlève à peu près 4 ans, plus en plus j'ai pris un congé parental. Donc En plus. voilà, en 6 ans, on Ouais. va dire, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas faisable sans avoir un passé et un passif, notamment de sportif de niveau. Alors, pour répondre très précisément à ta question, quand je dis tout, c'est quoi? Gestion du risque, Ouais. gestion du stress. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'énergise, Ouais. dû au sport de haut niveau. Surtout qu'on est dans un métier où du jour au lendemain, d'un coup, on se dit ouais, j'ai besoin de cette analyse maintenant, dans Oui, 2 secondes. et puis Karine, on avait le Covid, et puis Ouais, moi, voilà, il s'avère que quand on avait le Covid, j'étais responsable de la cellule de crise chez Ikea, et donc
entre autres. Et puis, qui a pas dû travailler CFO, beaucoup à cette époque-là, en plus. voilà. Et en fait, si, on a beaucoup Ah ouais, travaillé, ok, c'était ça qui était chouette. d'accord. On a transformé nos magasins en entrepôt logistique et c'est là qu'on a lancé finalement le Click and Collect. Donc Ah, voilà, c'est génial, donc ok. c'était génial. Ouais. Et donc cette partie-là, je pense gestion du stress, gestion du risque, c'est le sport est une des plus belles écoles parce que finalement le stress et le risque, c'est sur chaque ballon. On gère un risque et on gère des paramètres extérieurs qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Il y a On gère le évidemment risque de ses coéquipiers aussi. Parce qu'on n'a complètement pas la de ses maîtrise coéquipiers, de ses coéquipiers. du moment de forme, dans le regard, tu vois très rapidement si elle est en confiance ou pas sur cette balle-là et tu lui donnes pas. Voilà, c'est quelque chose donc que tu perçois et dans le monde de l'entreprise, c'est aussi comme ça. Il y a, donc pour la partie risque et puis stress, mais il y a la partie aussi évidemment embarquement des équipes. Euh, Générer une énergie, une intelligence collective autour d'un projet, ça c'est quelque chose, notamment, moi j'ai eu la chance, mais c'est parce que j'avais aussi peut-être des prédispositions à être capitaine de beaucoup d'équipes, enfin de pratiquement toutes mes équipes, mais parce que c'est comment arriver à trouver à faire correspondre des intérêts individuels avec un intérêt collectif et de faire aller tout le monde dans le même sens avec des origines, des cultures, parce que dans le sport c'est ça. Alors, à part en équipe de France, on est tous françaises, mais et d'origine, en tout cas d'origine différente socialement parlant. Bien sûr. Euh, on vient de, moi j'ai joué avec des Brésiliennes, des Américaines, des Russes, tout ça dans la même équipe et en fait tout ça des cultures différentes, des Japonaises, des Chinoises et c'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette émulation pour aller gagner un championnat, gagner un match, etc. Et ça dans l'entreprise c'est clé Mhm. et c'est ce qu'on appelle un peu le leadership aussi. Mhm. Une des descriptions du leadership, je pense que le sport collectif professionnel de haut niveau est la plus belle école pour pouvoir, je pense, driver des équipes ensuite, et notamment des financiers qui le font, mais des directeurs généraux ou même des managers, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième compétence, je dirais, qui est très très utile dans l'entreprise. Euh, la troisième, c'est, je dirais, toute la partie pragmatique de management. Mhm. Quelques tips qui sont innés dans le sport de haut niveau et que moi j'utilise au quotidien dans mes équipes dans l'entreprise, qui est moins développée. Là, il y en a plein, mais la culture du feedback, par exemple, c'est quelque chose qui dans le sport est Normal. voilà, Ça fait partie de l'équipe, ça quoi. fait partie des modes de fonctionnement. Presque après chaque balle, on te dit, mais pourquoi tu l'as pas mise là? Elle aurait pu être un petit peu plus à droite, à gauche, Puis il y a la plus revue longue, des vidéos, la voilà, revue des voilà. vidéos, Donc des ça, c'est le feedback, quoi. statistiques, etc. Donc c'est très, maintenant et puis ça l'était déjà, mais ça a toujours été très pragmatique, factuel. Mhm. Et donc moi ça c'est quelque chose que je pratique au quotidien. D'ailleurs moi j'ai eu beaucoup de mal à m'insérer au départ dans l'entreprise parce que D'accord. je comprenais pas qu'on me donne jamais de feedback. Mais ça Et arrive selon les modes de management, enfin selon le manager en c'est quand réalité. même Ouais, très très rare ouais. que ce soit en dehors d'un entretien d'évaluation ou Oui, ça oui, je vois ce arrive que mais tu veux c'est dire. quand même Ok. Ouais. c'est pas fréquent. Mhm. Et quand ça l'est, c'est pas toujours positif, rarement positif. Et Ça, c'est un peu la tendance française à vouloir tout à soulever fait. le négatif avant de même pas dire le positif, quoi, aussi. Exactement. Et je me rappelle, moi, avoir dit à mon manager, mais pourquoi tu me dis rien? Et il me dit, Mhm. bah, si je te dis rien, c'est que c'est bien. Et j'ai Classique. et j'ai dit, bah, d'accord, mais moi, je préfère. Soit tu me dis, bah, je te dis rien parce que c'est bien, Mhm. c'est un Ouais. feedback. C'est un feedback. Soit tu me dis, je te dis rien parce que c'est bien, mais on pourrait travailler là. Et moi, ça, j'aimerais bien. Mhm. Et donc, en fait, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, moi, perturbé au début. Et dès que je suis passée manager assez rapidement dans l'entreprise, c'est quelque chose que j'ai vraiment institutionnalisé parce que je pense que le pouvoir du feedback, il est extraordinaire. Et plus on habitue des équipes, des managers à donner du feedback, plus c'est fluide Bien sûr. et plus finalement cet esprit d'équipe, ce sentiment de se sentir en confiance est Mhm. important. Et donc finalement, tu crées quelque chose de très positif. Et il y a la célébration. Ouais. Qui est très importante aussi, qui fait partie Ça, des c'est dur en routines entreprise. exactement, Surtout dans nos services, où la tout à célébration, fait. on a du mal à la voir en réalité, alors qu'on fait des belles choses, hein, mais. Exactement. Et la célébration dans le sport, elle fait partie des routines. Bien sûr. Après chaque match, on va boire un coup, faire la fête, ou etc. Et bon, évidemment, ça se traduit pas forcément de la même façon en entreprise,
mais c'est un moment de célébration qui est important. Et donc ça, c'est pareil. Je pense que moi, c'est naturel de féliciter, célébrer. Et ça ne veut pas dire qu'on est tout parfait et qu'on n'a rien à améliorer. Ça veut dire que bah, ça, prenons le temps de le fêter. Et puis demain, on se remet au travail, comme dans le sport en fait. On fait la fête, on célèbre la victoire, on s'autocongratule et ça fait du bien. Et pour autant, demain, on retourne cravacher pour s'améliorer, etc. Et ça c'est deux. Enfin, il y en a. Je pourrais ne pas m'arrêter, mais il y en a deux. Ces deux-là, je pense qu'elles sont clés. Et une troisième qui peut-être celle-là, elle est peut-être un peu plus personnelle. C'est la clarté dans l'attendu et dans le qui on est et dans le comment échanger de façon intrapersonnelle. Dans le sport, en fait, quand tu as une équipe, si tu sais pas comment va réagir ta coéquipière ou ton coéquipier en situation de stress, en situation au contraire d'euphorie, etc., tu peux perdre un match parce que tu vas faire un mauvais choix à un moment donné. Or, je pense que dans l'entreprise, c'est pareil. On a tendance à ne pas s'ouvrir personnellement sur comment on fonctionne, etc. Parce que par pudeur, par culture, enfin. Alors, je pense que c'est une énorme erreur parce que quand on dit à l'autre, bah, écoute, voilà, si tu veux obtenir quelque chose de moi, et notamment de la performance, bah, truc tout bête, tu me dis pas merci d'eux parce que ça m'insupporte, mais tu me dis est-ce que tu pourrais s'il te plaît, ou qu'est-ce que tu penses d'eux ou machin. Est-ce que si moi de par mon histoire personnelle, si tu m'appelles cocotte, ben, j'aime pas. Par exemple. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui apprécie, mais bon. Voilà, mais bon, il y en a plus ou moins. Ouais. Et en fait, ça c'est quelque chose aussi que je mets en place dans mes équipes, c'est-à-dire que à toute nouvelle saison, toute nouvelle équipe, j'organise des réunions, ça s'appelle les doudontes. Et chacun présente ses doux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avec moi pour obtenir de moi de la performance et qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire avec moi pour obtenir, si on ne veut pas obtenir de performance. Et je commence toujours par moi-même. Et parce que moi je sais aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avec moi. Et je pense que ça c'est un petit peu, je l'ai un peu calqué du sport aussi, puisque finalement dans le sport on est obligé de se connaître pour pouvoir tirer le meilleur de la personne. Donc voilà, je dirais à peu près ces trois tips, j'en ai encore pas mal, mais voilà, c'est un petit peu les parallèles. C'est hyper intéressant. Puis moi je faisais du hockey sur glace, toi tu faisais du volley, c'est des sports rapides. C'est des sports où t'as pas le temps de réfléchir en réalité. On est dans l'action, réflexion, et en fait si tu connais pas celui qui est à gauche ou à droite, tu sais pas comment il va réagir, alors qu'en général tu sais où il se place parce que t'as discuté, t'as comment. Et des fois en entreprise c'est pareil, des fois on va super vite, on a besoin d'aller très vite. T'as pas le temps de te poser la question, mais est-ce qu'il est sensible ou pas? Donc t'y vas, et justement si tu sais pas, tu lui dis fais ça s'il te plaît. Il y en a qui vont très mal le prendre en réalité. Et si tu ne le sais pas, par contre le type des doudons, j'adore. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui devraient s'en inspirer. Moi, j'ai pas fait. Nous, ce qu'on faisait, c'était vraiment, par contre, le meeting de réunion tous les débuts de semaine. En plus, avec le Covid et le changement en fait changement de pratique avec le télétravail. T'es plus tout le temps ensemble au bureau. Donc déjà pour moi, c'était la cohésion. Déjà, d'ailleurs, si les gens se connaissent pas, c'est génial de bosser ensemble. Et en plus aussi la communication, en fait, je voyais un petit peu ça comme le sport, qui en est où, en fait. Et aussi pour pas créer des frustrations, des fois il y en a qui disent mais moi je bosse beaucoup. Les autres aussi, ils bossent. Tu vois, tout le monde donne et fait son effort. Mais le do et don't, j'adore, en tout cas comme pratique. Non, je pense que c'est très efficace, honnêtement. Et puis je pense que c'est un type qui est on peut mettre en place une fois par trimestre ou semestre. Il faut des conditions, c'est-à-dire on peut pas arriver au début d'une équipe parce que il faut créer des conditions de self, je vais pas le dire en anglais, mais zone de confort. Et de confiance surtout. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas s'ouvrir et dire s'ouvrir réellement sur qui il est et comment il réagit s'il n'a pas confiance en ses collègues. Donc il y a aussi quelques conditions à créer, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un terrain, cette zone de confiance qui soit créée, mais quand elle est créée et que les gens s'ouvrent, mais c'est un gain sur les projets, mais c'est phénoménal. Et puis ça fait des vraies belles équipes. Tout à fait. De toute façon, après, la solidarité dans nos métiers, quand on doit se taper une clôture à 23h, on est quand même content d'être solidaire parce que sinon ça va pas bien. C'est sûr. Et du coup, t'en as parlé un petit peu. Tu parlais de leadership. Donc, si tu m'avais dit que tu es passé aussi par Berkeley, pour toi, c'est quoi le leadership que doit avoir un financier dans l'entreprise? Je sais pas s'il y a de leadership
spécifique aux financiers, très honnêtement. Je pense qu'il y a en tout cas un style de leadership qui peut être applicable à tous les dirigeants, de mon point de vue. Mais finalement, ce qui fait un très très bon leadership, c'est de pouvoir d'en avoir plusieurs. Je m'exprime. Ok, Je c'est m'exprime. intéressant, c'est intéressant. Je pense que je pense que tout type de leadership est bon à partir du moment où il s'adresse à la bonne personne dans un bon contexte. On dit souvent le leadership autoritaire, c'est passé. Je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf Il en en faut parfois. situation de crise. Voilà, il en faut parfois. Sauf quand on a une cyberattaque, par exemple, si on a le temps enfin, si on part sur un mode collaboratif, c'est foutu, hein, parce que là, il faut prendre des décisions rapides et éclairées. Donc, je pense que la première chose pour tout leader, et notamment CFO, c'est de savoir adapter son style de leadership au contexte et aux personnes qui sont en face. Parce que même en situation de crise, il va falloir avoir un style de leadership. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, assez directif, mais avec certaines personnes. Si tu es uniquement directif, tu vas Tu vas les braquer. les braquer ou leur faire peur. Ouais, bien Et sûr. du coup, générer l'inverse de ce que tu souhaitais. Et donc ça, je pense que c'est vraiment notamment pour le CFO, parce qu'on est quand même beaucoup amené à gérer des situations, quand je dis de crise, c'est de sous-performance ou extra-performance, et qu'il faut des C'est de la adaptations, crise financière, quoi. voilà, Voilà. On sauve économiques, pas des ou, vies. voilà, non mais exactement. Mais on peut sauver des entreprises parfois, Bien sûr. Et des emplois. Et des et des emplois. emplois, et bien sûr des emplois in fine. Et, euh, et je pense que c'est pour le CFO, il est important de pouvoir être très agile dans sa façon de l'idée et de communiquer. Mhm. Donc on revient au point de départ où la Ouais. communication est quand même très 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 importante. Ensuite, je pense que la clé, et ça je me l'applique, et ça vient encore du milieu du sport, moi j'ai un mantra, c'est lead by example. C'est-à-dire que voilà, la première qualité d'un leader, c'est de montrer l'exemple et de s'appliquer d'abord à soi-même ce qu'on demande aux autres. Et c'est encore plus valable pour un CFO où on incarne la rigueur et surtout l'honnêteté Mhm. et la transparence de nos résultats. Donc ça, je pense que vraiment cette partie lead by example est très très importante. Et puis quelque part l'authenticité. Je cherchais mon mot Ouais. en français. L'authenticité est pour moi, la deuxième caractéristique d'un leader. Alors là, je pense que ça s'applique à peu près à tous les leaders, pas seulement les CFO. Mais l'authenticité est très importante parce que enfin, jouer un rôle, calculer sa communication, calculer la façon dont on va parler à un tel et un tel, etc. Ça marche un temps. Mais au bout d'un moment, et notamment en situation de crise, parce que sous pression, etc., c'est quelque chose qui ne marche pas du tout. Et C'est ce qu'on dit des fois, sous pression, le masque tombe, quoi. exactement. Et en fait, c'est là où on se rend compte des leaders qui sont pas authentiques et qui, du coup, d'un jour à l'autre, peuvent avoir un désengagement total de ses équipes. Parce que finalement, un bon leader, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est quelqu'un qui arrive à engager des équipes et à engager des gens autour d'un projet. C'est ça, un vrai Bien leader. sûr. Et il y a plein de façons d'y arriver. Le CFO est censé être. Moi, je le vois toujours comme un chef de projet, en réalité. Bien sûr. Parce que c'est plutôt ça qu'il fait, Tout en à fait. réalité. Hein. Exactement. Je suis un gestionnaire de grands projets, en général. Exactement. Mais ouais, le leadership, c'est aussi ce que je dis régulièrement. C'est pas toi qui décides d'être leader, c'est ceux qui te suivent. Et si, du coup, tu comprends que c'est ta com, c'est ce que tu seras capable de leur apporter, de les tirer aussi en avant. Hein. On est là Exactement. pour. Il y en a qui sont en mode stratégie, soit, si ça convient aux équipes, ça fonctionne. Il y en a qui sont en mode communication. Moi, je crois pas au monde des bisounours, ça n'existe pas. Mais en soi, le leadership, pour moi, c'est quelque chose que les autres vont te donner et que tu as gagné, en fait, avec le temps. Et souvent, en crise, si un masque, c'est mort. Voilà, c'est clairement mort. La panique est totale et après, là, on a perdu le contrôle. En général, on perd le contrôle de sa com. Et une fois le désengagement des équipes, de toute façon, on le sait très bien. On va pas se mentir, CFO, c'est pas l'exécutant, c'est plutôt la réflexion. Si tu perds tes exécutants, t'as perdu. Complètement aligné, complètement aligné. Et là, le troisième point sur le leadership, qui pour moi est clé, donc
c'est la générosité. Donc, je parlais de lead by example. Moi, c'est les 3 règles qui, pour moi, sont absolument, qu'il faut absolument appliquer en tant que bon leader. Lead by example, donc montrer l'exemple. Authenticité, parce que, comme on vient d'en parler, de toute façon, dans le temps, ça ne fonctionne pas, quelqu'un qui n'est pas authentique. Et la générosité, parce que finalement, un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable non seulement d'embarquer des équipes, mais surtout de les faire grandir. Et pour ça, il faut donner. Et en fait, enfin moi je dis toujours en tant que CFO, il n'y a pas longtemps, je le disais à Mohamed, un ancien collaborateur avec qui j'ai travaillé, et dont je suis très fière parce qu'il est devenu CFO. Ok, Et trop on cool. a eu des débuts un peu difficiles tous les deux. Mais voilà, c'était une personne qui était dans mes équipes et que je trouvais fabuleuse et avec qui j'ai été transparente dès le départ. Et là, ça doit faire maintenant 15 ans, peut-être 20 ans. Et là, il m'a écrit, il m'a dit, Karine, ça y est, je suis Trop cool. CFO, donc c'est fabuleux. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, et donc à Mohamed, c'est que moi, je me rappelle jamais 15 ans après, Mhm. c'est peut-être pas bien, mais c'est comme ça. Je me rappelle jamais, honnêtement, ni du chiffre d'affaires, ni de la marge, ni du taux de marge que j'ai fait. Ouais, moi non plus. Tu vois que tu poses la question, moi non plus Il y en a fait. 10 ans, même il y a 3 ans parfois. Par contre, je me rappelle toujours des gens que j'ai fait grandir Mhm. ou que j'ai aidé à grandir, parce qu'évidemment c'est pas une œuvre de Karine Abbas, mais voilà, c'est à un moment j'ai Mhm. pu apporter ma petite contribution, et je m'en rappelle toujours, et c'est ça, enfin tu vois, franchement c'est ça qui me fait les frissons là. On n'est pas du tout à la télé, on est au micro, mais c'est ça la beauté de notre métier en fait. C'est à l'inverse aussi, regarde, il t'a envoyé un message. Oui, ouais, à Tu vois, moi, l'inverse. Ouais. alors, moi, j'ai eu des chefs que je recontacterai jamais. Et j'en ai beaucoup que j'ai recontactés et que je recontacte régulièrement. Je te disais, je déjeunais à midi Ouais, avec c'est Françoise, génial. Ouais, mon ancienne exactement. responsable. Enfin, les gens te font grandir, les gens s'en rappellent, Mm, vraiment mm, aussi. mm, Enfin, je me rappelle des actes que les gens font. Je me mm. rappelle pas non plus des marges, des chiffres d'affaires. Pourtant, je les ai appris. Bah oui, tu vois, moi Je aussi, les ai fait des j'ai présentations. bossé pour, hein, je vais te Voilà. dire. Mais oui, les actes, enfin, de toute Mm, façon, voilà, quand tu dis la générosité, mm. on parle pas que de salaire, c'est pas ça. Non, ah La, non, la tu vois, je pensais générosité, même c'est pas à dans ça. la capacité à faire évoluer quelqu'un, C'est ça. c'est dans la capacité aussi à garder le contact, des fois. Mm, J'ai aussi aidé en retour des anciens chefs. bien sûr. Mm. Je me rappellerai toujours aussi, ça c'est un truc quand je suis arrivé chez Valeo, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est ton stagiaire peut devenir ton chef. Oui. Et en fait, nous, le numéro 2 de la finance était le VIE de mon chef. Ah bah, tu vois, Du coup, ça, je l'ai toujours gardé en bien tête. sûr. Et le Mm, traitement va aussi bien en haut que en bas. bien sûr. Ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Mm, Moi, j'en suis persuadé. mm, Voilà. Le mm. leadership, c'est pas que vers le bas. Ah non, Faut savoir être un partout. leader un peu global et Exactement. réussir à avancer. Tout à fait. Mais alors, du coup, on va passer sur un autre volet. T'as deux casquettes, c'est ce que tu as dit au Oui. début du podcast. Et donc, tu es à la fois CFO de Bureau Veritas France et CEO d'une autre entité. Euh, c'est quoi pour toi est-ce que pour toi le CFO c'est un peu un genre de un nouveau CEO? Est-ce que Ou un c'est futur ou CEO, un tu veux futur dire? CEO? Ouais. Ouais. Je pense que plus la fonction finance évolue, grandit, accompagnée aussi par les nouvelles technologies, euh, plus le profil de CFO se rapproche du profil de CEO. Ça, Mhm, j'en suis convaincue. Euh, je pense que pour revenir sur le rôle de CFO, donc business partner bien sûr, mais euh, le, le CFO, il est là aussi pour, euh, pour gérer, coordonner, mhm. transformer. Et en fait, le fait que ce rôle de transformation finance, mais business Organisation. model, etc., soit très présent maintenant, l'amène naturellement vers de la direction d'entreprise, en Mhm, fait. Donc moi, ça s'est passé un petit peu comme ça. Alors, c'est vrai que quand j'étais chez Ikea avant de rejoindre Bureau Veritas, j'avais un rôle bien plus large que CFO. J'avais pratiquement toutes les fonctions, euh, toutes les, toutes les fonctions sauf RH qui étaient sous ma responsabilité. d'accord. Et puis j'étais DGA, donc j'avais quand même ce rôle très Mhm, opérationnel chez Ikea France.
Et donc, quand je suis arrivée chez Bureau Veritas, ça a été une vraie décision de retourner presque que CFO. Ouais, Ça a été, non, pour moi, c'était un vrai ok. choix. Donc, j'ai longtemps hésité avant de rejoindre Bureau Veritas. Après, quand je suis arrivée, j'avais France et Afrique et ça m'intéressait beaucoup d'avoir l'Afrique aussi parce Ouais. que c'est un continent sur lequel j'avais jamais travaillé. J'avais travaillé dans un peu partout, mais pas en Afrique, donc je trouvais que c'était un challenge intéressant. Et mais c'est vrai que c'était un choix qui était un peu difficile pour moi parce que je restreignais quelque part sur papier en Ouais, tout ton cas périmètre initial. voilà, mon impact. Et finalement, je me suis aperçue que non, parce que ce rôle de CFO, il est bien plus large que juste les fonctions régaliennes de la finance. Bon, en plus, j'ai quand même toute la partie RSE, la partie immobilier, la partie flotte auto, bon, donc ça va, c'est un petit peu plus large. Mais, je me suis aperçue que l'impact pouvait être aussi très très grand en ayant juste ce scope-là. Et donc naturellement, chez Bureau Veritas, donc on m'a proposé la direction d'une filiale, donc la partie plus opérationnelle, ce que je me suis empressée d'accepter. En plus de ma casquette CFO, donc ça c'était Mm. chouette aussi. Et je pense que c'est pas un effort en fait, c'est quelque chose qui peut être assez naturel C'est dans la euh, continuité du dans parcours la en réalité. continuité Ouais. du parcours en réalité. Donc moi, c'est vrai que j'avais déjà eu une expérience chez Ikea qui était assez similaire. Mais, euh, mais non, enfin, mais oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel, CFO, CEO, et la frontière finalement est pas si épaisse. Et ce serait quoi ton conseil pour les CFO qui ont envie de devenir CEO demain? Parce que je pense que les gens le disent pas, mais ça trotte dans la tête de beaucoup de Ouais, monde en ouais, réalité. ouais. On sait que période de crise en général, c'est souvent des directeurs commerciaux qui récupèrent, mais on sait très bien qu'en période de crise, ça resserre la vis et c'est plutôt les CFO qui montent en Ouais. général. Et ce serait quoi, toi, tes conseils justement pour un directeur financier qui voudrait passer CEO? Alors, je pense que ça revient à ta première question. Un CFO qui est naturellement business partner, ou en tout cas qui a cette appétence et qui s'intéresse au business, qui s'intéresse aux clients internes, aux opérationnels et aux autres fonctions, naturellement déjà va développer un aura, j'ai envie de dire, ou une influence naturelle pour devenir CEO. Et je pense que un CFO qui reste derrière son ordinateur, t'en parlais au Ouais. début, et qui compte les balles ou les trains qui passent, etc. Bon, je pense que bon, déjà ça peut exister, mais je suis pas sûre que ce soit super pertinent. Et, euh, donc bon, cela, ça va être compliqué. Mais vraiment, le conseil que je donne, c'est de développer cet aspect service, alors avec évidemment une notion de rigueur et pas de service béni oui oui, mais au sens travailler ensemble avec les opérations pour pouvoir chercher de la performance. Parce que finalement, un CEO, son job, c'est d'aller chercher de la performance Bien et un sûr. CFO aussi. Mhm. C'est juste que tu actives d'autres leviers qui sont des leviers transformationnels, des leviers de business model, autres en plus que l'économie. Maintenant, le CFO, il a aussi la majorité, on a dans notre responsabilité, dans notre scope, la partie sociale, environnement, ESG, RSE, CSRD, enfin peu importe comment on l'appelle, mais de la création de valeur autre qu'économique. Mhm. Donc moi, mon premier conseil, c'est profiter de cette opportunité, cette chance que nous avons, nous CFO, de sortir de notre aspect un petit peu, comme tu disais, très très Régalien, quoi. régalien. Je regarde mes chiffres et puis voilà, bon, je caricature, mais en tout Mhm. cas très orienté chiffres. Et on a ce shift possible aujourd'hui d'être vraiment on appelle maintenant le CFO, le CVO, hein, Mhm. Chief Value Oui, Officer. c'est ça. Dans la réalité que tu t'appelles CFO, CVO, tu peux tout à fait prendre ce rôle au sein de l'entreprise. Et donc là, naturellement, enfin, tu commences à tracer une ligne vers le CEO. Et, Ouais. euh, et on a cette chance que les évolutions réglementaires, bon, environnementales, etc., font que on peut prendre ce job. Ben, Mhm. moi, je dis, allez-y, Et en plus, c'est un levier de transformation de l'entreprise. Pour moi, complètement. j'en parlais la dernière fois avec Myriam, le truc où on a du mal des fois à comprendre. Ok, c'est une contrainte.
contraintes réglementaires, blablabla. Mais en fait, c'est aussi l'opportunité de changer de business. Bien sûr. Et enfin, alors moi, je suis plutôt un profil industriel, c'est l'opportunité de changer le mode industriel en Bien sûr. réalité. C'est l'opportunité de changer, notamment sur la R&D, Mhm. changer les produits, être Bien capable. Et là, c'est un impact hyper fort pour Sur la quelqu'un supply qui, chain, sur- voilà, quelqu'un qui lit du ESG, lead en fait cette roadmap en réalité. Exactement. Et ça va changer la donne. Et s'il prend là, s'il le fait pas en mode, ah, c'est encore un reporting, gna gna gna, C'est ça ça. va me saoule, Voilà. ce qui est souvent le cas. Oui, alors ça m'agace un peu. C'est pour Voilà. ça que j'insiste sur cette partie-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Combien de financiers disent, oh là là, mais en fait Encore du non, c'est reporting. une Ouais, opportunité de dingue. c'est clair. Moi, je suis C'est d'accord avec une toi. Ouais. opportunité de dingue pour la fonction finance d'intégrer la. D'abord, ça a du sens. Ça donne encore plus de sens à nos métiers. Clairement. De la création de valeur, du bien-être des collaborateurs, de la préservation de la planète. Enfin, je veux dire, tout le monde a envie de bosser là-dessus. Enfin, Bien ou sûr. alors, bon, quelques-uns, mais bon, voilà. Mais ils seront pas forcément CEO plus tard, ceci, parce que il faut quand même un Probablement. gros... Voilà, on se transforme pas non plus uniquement, on n'est pas philanthrope, mais pour autant, ça donne du sens aux choix et aux décisions qu'on est amené à faire Ouais, quotidiennement. Donc voilà, je pense que ça, c'est réellement mon message, c'est voilà, jetez-vous dessus les financiers bien parce sûr. que c'est une façon d'abord de grandir, d'avoir un panel Scope plus de large. compétences et de scope et d'impact qui sera plus large. Et c'est aussi une voie assez naturelle qui amène au poste de PDG, Ouais. directeur général, Puis CEO. souvent, on a cette remarque de la part des équipes du je vois pas mon impact. Ça arrive. Enfin, je sais pas Bien si ça a sûr. été arrivé régulièrement. Moi, ça m'est Mm. arrivé régulièrement. Les jeunes qui me viennent et qui me disent ouais, alors, ok, je crunch des datas, je fais du reporting, je fais des réunions, mais où est mon impact? Bien sûr. C'est l'occasion. Ah, mais Enfin, là, complètement. s'il Ah, y bah, a, il y a pas complètement. meilleure occasion. Ah, Ok, non. c'est de la data. Ok, Oui, c'est aussi du reporting et mm, ça fait partie du jeu et on le sait bien très bien, sûr. ça fait partie de notre métier. Mais il y a des discussions au-delà de la finance à Bien avoir sûr. et c'est le moment. Et comme tu dis, on oublie qu'il y a RSE. Tu vois, Ouais, il y a aussi exactement. le volet social aussi qu'on peut changer. Tout Tout à le monde fait. se plaint de Mm. ah machin, il y a des choses qui changent pas. C'est C'est l'occasion, hein. l'occasion. Non, Voilà. mais complètement. Et franchement, c'est très vertueux et c'est une vraie opportunité pour notre fonction. Mm. Et donc, moi, je dis embrassez-la Ouais, dès il que vous faut. pouvez. Oui, et c'est pas parce que, même si ça fait un peu machine arrière au niveau européen, c'est l'occasion aussi de le lancer même en interne. Pourquoi on attend le réglementaire pour changer? Bien sûr. Voilà. Ah, non, non. Et on le sait tous, surtout quand on est dans des grosses boîtes, moi je fais que des grosses boîtes, c'est dur de changer, c'est compliqué de faire changer les choses. C'est long. Mais c'est long. Mais on le sait très bien que de toute façon, notamment dans des volets industriels, il n'y a pas le choix en réalité. Mais bien sûr. C'est-à-dire que même si on pense pour nous personnellement, nos familles, nos proches, pourquoi on changerait pas? Mais Qu'est-ce bien qu'on sûr. fait? On va refaire un truc à un moteur diesel qui défonce la planète? Non, c'est pas ça l'objectif. Exactement. C'est l'occasion de changer. Il faut pas attendre le réglementaire. Complètement. C'est le moment d'avancer. Mm. Donc, tu parlais justement de projets de transformation. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet de transformation que tu as fait et qui était impactant et les conseils que tu pourrais nous donner pour justement mener ce genre de projets de transformation qui sont en général pas simples à mener parce que justement, le change management, c'est toujours compliqué de changer les choses. Mais est-ce que tu Exactement. pourrais nous donner un projet et des conseils par rapport à ces projets? Oui, alors moi j'ai quand même un ADN de transformation, que ce soit chez Jeffco, dans le groupe Stellantis ou chez Ikea ou même chez Bureau Veritas là. J'ai besoin de Faire bouger les savoir choses. voilà, qu'on fait pas la même chose parce que c'était fait comme ça avant. Et je pense qu'on est en plus un tournant technologique qui nous permet de faire mieux avec moins parfois ou de faire mieux avec autant. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, un momentum. Mm. Et ça fait un petit moment que ça dure, hein, très Bien sûr. honnêtement, à saisir pour nos équipes et puis pour transformer, enfin mieux. Donc moi, un exemple, c'est le premier projet de transformation, si je devais en citer qu'un, parce que c'est souvent celui qui nous marque le plus. Puis j'avais finalement beaucoup de responsabilités au moment où je l'ai lancé, sans savoir vraiment dans quoi je me lançais. Mhm. Donc c'était il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Non, il y a 10 ans. Et à l'époque, donc, c'était changement de PM avec la mise en place d'un BI et changement de business model et d'organisation. Donc, Ok. c'était hyper large. C'est complet, ouais. Voilà, c'est ça. C'était donc sur tous les axes hein, Mhm. de la gestion et du business model. Et en plus, le PDG de Jeffco à l'époque m'a dit, bah, tiens Karine, puisque tu fais ton projet, c'est dommage que ce soit que finance, donc tu vas prendre, quand on était en pleines acquisitions, et notamment on avait fait 2 grosses acquisitions,
il m'a dit, écoute, bah, tu vas en profiter pour changer le business model de la boîte. Voilà. Puis il y avait un rachat, une vente à l'époque dans les tuyaux de la part de PSA. Donc je me suis retrouvée à la tête d'un énorme projet de transformation qui incluait les outils, les people, les process et le business model. Donc ça a été une superbe expérience. J'ai fait pas mal de conférences, enfin pas de conférences, de Rex, que ce soit au Financium ou autre. Et à chaque fois, on m'a demandé, mais c'est quoi votre vision de la transformation? Et en fait, moi, je pense qu'une transformation, eh ben, c'est un Big Bang. Je suis pas. Sinon, c'est ce que je dis tout le temps. Alors, j'ai plein. Je le dis, mais la personne va m'opposer quoi que ce soit puisqu'on est que tous deux. Et à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit oh bah non, 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 non. Bon, oui, il y a plusieurs approches. Et j'avoue que aujourd'hui, j'ai pas l'approche Big Bang parce que la culture d'entreprise On parfois doit ne s'y s'adapter prête aussi. pas, ou Ouais. le budget ne s'y prête pas, Aussi. etc. Donc, mais moi, mais moi, j'affirme qu'une transformation, c'est un Big Bang. Sinon, c'est une succession d'évolutions. Et quand c'est une succession d'évolutions, on perd l'impact de la transformation. Alors oui, c'est Ce peut-être qu'on appelle de la transition molle, quoi. exactement. Et je pense qu'on perd un petit peu aussi le sens qu'on donne quand c'est vraiment enfin, quand c'est assez énorme comme transformation, enfin, quand c'est assez gros comme transformation. Je pense qu'on perd aussi de l'adhésion des utilisateurs, etc. Parce que finalement, Traîner en on longueur. voit pas le début, on voit pas la fin, ou en tout cas, il n'y a pas de structuration. Donc, et puis surtout, euh, dans une succession de mini-transformations ou d'une succession de transformations, on oublie parfois le change. Parce que, comme on se dit, bon, on va changer un truc après un autre, à la fin, tout le monde va s'habituer. Or, je pense l'inverse. Je pense que c'est plus facile de changer beaucoup de choses d'un coup, les outils, l'organisation, etc., parce que ça permet aussi de contrôler, de mettre en place une communication, un marketing, un change autour de cette transformation et d'accompagner toutes les différentes strates impactées par la transformation. Donc moi, c'est un petit peu ma vision de la transformation. C'est comme ça que je l'ai menée et je pense que ça a été un succès. Ouais. Et ça a été un succès. Et voilà. Et après, effectivement, il faut s'adapter. C'est ce que je disais aussi. Maintenant, je suis un petit peu moins catégorique avec l'âge parce que parce que je deviens peut-être un peu plus pragmatique et que parfois on n'a pas le budget, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément l'outil ou tous les outils ou de la capacité de changer une organisation en même temps qu'un outil, etc. Bon, parfois on peut pas. Mais quand même, je maintiens que la situation idéale pour moi, elle est un Big Bang transformationnel avec la bonne communication, le change, etc., et un vrai accompagnement, plutôt qu'une succession d'évolutions qui, je pense, sont beaucoup plus perturbants pour une organisation, finalement, qu'un Big Bang. Et est-ce que tu penses que pour faire une transformation, il faut accepter d'être impopulaire? Non, Non? non, je pense pas. Faut accepter Parce qu'on peut ne pas plaire à tout le monde, tu vois, parce que Ah bah on justement, plaît jamais on à change le tout le truc, monde. voilà. Moi, je pars du principe que Parce que moi, je pars du principe que justement, ces transformations-là, souvent les gens, ils y vont un peu avec le frein, oui, justement de peur de qu'est-ce qu'on va dire de eux et que bah, ça change trop de choses, etc. Et tu vois, je suis plutôt de l'avis Big Bang aussi, à ma petite échelle, euh, alors que j'ai beaucoup vu le fait de on a le plan Big Bang, mais l'application beaucoup moins Big Bang en c'est réalité. ça. Bah, ça, c'est le Et je, manque de courage. et moi, C'est le courage managérial. oui, mais c'est là où je me dis, c'est pas, mais même au-delà de courage managérial, c'est l'acceptation que, en fait, au final, bah, il y aura peut-être la moitié, voire plus de la population de l'entreprise qui va pas accepter ce changement. Et moi, je suis persuadé qu'il faut l'accepter. Et alors, je suis un peu, peut-être, bah, je peux grandir dans le milieu autoritaire de l'automobile, où si ça te plaît pas, tu te barres. C'est pas plus dur que ça. T'es pas content avec la roadmap, bah t'as du boulot à voir ailleurs. Voilà. Ouais. Mais tout le monde n'est pas capable de l'accepter en fait, ce genre de situation. Non, mais là encore, pour moi, ça fait partie intégrante du change. Mhm. On le sait, hein, dans le change, il faut pas s'occuper du ventre mou, il faut s'occuper des gens qui sont Proactif quoi. oui, favorables. Ouais, c'est vrai. On dit destructeur et puis promoteur. Bon, il faut s'occuper des promoteurs. Le ventre mou,
il faut s'en occuper dans le sens où ils vont suivre normalement le côté positif et donc si tu communiques bien et que tu t'occupes du change, eh bien logiquement ils vont suivre. Et puis les destructeurs, on sait qu'ils seront là. Ouais. On sait qu'ils seront là. On peut les écouter parce que parfois les destructeurs ont quand même des, Des arguments des importants. arguments pratico-pratiques Mm. qui sont assez clés et parfois pas très compliqués à, à y répondre. Mhm. Et parfois un petit truc d'ergonomie va changer la donne parce que c'est l'irritant Fait que c'est lui qui utilise l'outil au final. Exactement. Et parfois c'est vrai qu'on néglige ça en se disant bon ça va c'est accessoire. Et juste ce petit détail d'ergonomie, finalement, va pouvoir faire rassembler ce ventre mou ou les destructeurs. Mhm. Mais effectivement, oui, pour répondre à ta question, il faut accepter d'avoir des destructeurs enfin, ce qu'on appelle cette catégorie de destructeurs. C'est peut-être pas forcément impopulaire, mais il serait impopulaire, enfin, tu serais impopulaire, toi ou un autre, ce serait la même chose à partir du moment. Voilà. Donc ça, oui, moi je vis assez bien avec ça, dans la mesure où je suis convaincue que c'est pour le bien de l'organisation et des utilisateurs finaux in fine. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mais par contre, un partage d'expérience, je pense clé. Mhm. Si j'aurais bien aimé qu'on me le dise avant de me lancer dans les transfos. Maintenant, je sais, c'est que finalement, dans toutes les transformations, on communique notamment au niveau du change, on communique très bien avec la hiérarchie, les managers. Mhm. Ceux, Ouais. parce qu'on dit c'est eux qui doivent porter le C'est eux qui projet, ont le eux message, qui ont les machin. messages, etc. On communique assez bien aussi avec les utilisateurs finaux, parce qu'on dit c'est eux qui vont l'utiliser. Et malheureusement, on oublie souvent la strate intermédiaire, le middle management, enfin ce qu'on appelle un peu middle management, en tout cas ceux qui sont entre eux, ceux qui vont prêcher la bonne parole et ceux qui vont utiliser, parce que finalement c'est là que tout se décide. Mm. Et c'est là, quand je dis un peu le ventre mou, ceux qui sont ni destructeurs ni promoteurs, ils se retrouvent là et en fait ils sont très faciles à embarquer. Mhm. Mais souvent on les oublie parce qu'on se dit ils vont suivre. Et Ouais. ça pour moi c'est très important dans la transformation de vraiment embarquer ces gens qui finalement sont les intermédiaires entre je vais présenter la vision du projet et ceux qui sont vraiment à l'utilisation de l'outil Mm. ou de à la base de l'organisation pour mettre en place cette transfo. Et ça, c'est vraiment un learning que j'ai bien retenu. Ouais. Ah, c'est les VRP du DAF, hein, en réalité, en Quelque soi. part. Mais souvent, on les oublie parce qu'ils sont juste en dessous. Ouais, Et qu'on c'est n'a pas dommage. forcément accès à eux directement. Mhm. Et moi, ça y est, j'ai bien compris et j'attaque presque déjà ces personnes-là parce qu'ils sont très puissants dans la cascading dans la diffusion de la transformation et de l'adhésion au projet. Tout comme ils peuvent être puissants sur le frein aussi. Tout à fait, En exactement. réalité. Ça peut vite basculer d'un côté ou de Quand on l'autre. fait des projets, on s'en rend vite compte, quoi. Et il Exactement. vaut mieux avoir les casse-pieds dans la poche. Ouais, C'est assez souvent. c'est ça, voilà. Après, je voudrais aborder un autre sujet avec toi aussi, c'est le personal branding. Oui. Alors, bon, moi, tu sais, je me suis exposé très tôt. En Mhm, fait, je suis un des premiers, je pense, à avoir mhm. fait ça. Je publie sur LinkedIn, je fais un podcast, même alors que j'étais employé, en réalité. Euh, Est-ce que tu penses qu'un CFO, il doit être dans l'ombre ou dans la lumière? Est-ce qu'il doit gérer sa communication ou pas? Parce que c'est un rôle où, bah, souvent, les gens pensent qu'il doit être en recul et un peu caché derrière le CEO. Voilà. Mais est-ce que tu vois du positif à te mettre en avant, surtout que tu te mets aussi en avant, bon, là, avec le podcast, donc merci beaucoup. Mais aussi, je vois, tu postes aussi sur les réseaux sociaux, tu fais de l'avance. Donc, qu'est-ce que tu vois comme avantage à le faire et qui pourrait encourager d'autres CFO à le faire? Parce que je trouve qu'en fait, on reste quand même très caché derrière notre truc. Et en fait, au final, moi, je trouve que même que ça les dessert, personnellement. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Moi, je pense que, alors, personal branding, ça veut dire beaucoup de Ouais, c'est choses. large. Ouais, on est d'accord. Communiquer, ouais. Voilà, ouais, Ouais. exactement. Mm. Mais J'allais communiquer au-delà de l'entreprise. tout à fait Mm. communiquer en tant que être humain, en tant que personne. Je pense que c'est important parce que ça, enfin, on en parlait, et j'en parlais au début. Hein, je rappelle, lead by example, transparence, authenticité. Et en fait, l'authenticité, maintenant, enfin, plus tu diriges des grandes équipes, plus tu es dans des grandes organisations, moins tu as la chance de pouvoir côtoyer en face à face les collaborateurs.
Et donc, moi, tu as l'opportunité de montrer qui tu es réellement C'est vrai. en tant que leader, en tant que personne. Donc, moi, je trouve que c'est bien Mhm. de communiquer, alors sur les réseaux ou peu importe, de communiquer. Parce que ça te permet aussi aux équipes qui n'ont pas forcément accès à toi, ou même à l'extérieur, de se dire, bah, tiens, ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer chez Bureau Veritas, je trouve ça génial. Et alors, peut-être que tu as parfois l'étiquette Bureau Veritas, peut-être que tu as parfois l'étiquette Karina Vass, Mhm. mais j'ai envie de dire, peu importe. À partir du moment où tu es en accord avec les valeurs de ton entreprise et que tu diffuses en accord avec les valeurs de l'entreprise, moi, je suis plutôt favorable. Mhm. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des gens qui m'écrivent suite à des posts Ouais, en me sûr. disant, et d'ailleurs, Bah, moi, moi, par exemple. exactement, tu vois? Non, mais exactement, toi, tu vois, À la base, c'est parce que j'avais lu ton interview dans DAF Mag. Et eh je me ben, suis dit, tu vois, bah, voilà. je vais essayer, je vais la contacter, et tu m'as répondu Oui, direct. alors, ben, je suis très généreuse sur les réseaux. Ben, faut pas trop que je le dise non plus. Mais... Moi, je fais pas 4 millions Ouais, d'écoutes, t'inquiète pas. mais je suis très généreuse sur les réseaux parce que, en fait, à partir du moment où j'estime que une personne fait la démarche de te contacter alors qu'il te connaît pas, c'est parce qu'il estime il a quelque chose à en tirer. Et donc, moi, par miroir, par effet miroir, je me dis que j'ai quelque chose à donner. Ouais. Et j'aime bien donner. Mhm. Donc, en fait, par définition, je réponds, je suis très généreuse parce que si je peux juste amener une réponse, Mhm. eh ben, et Bon, par contre, balancez pas votre CV à l'arrache. Ouais, Ça, c'est pénible. ah non, ça par contre, oui. Ah, ça Ça, je commence. ne fais pas. Ah, je peux avoir un boulot? Non, c'est pas comme Non, ça qu'on aborde voilà, non, quelqu'un. c'est ça. Mais Voilà, voilà, mais exactement. oui, la générosité, Mais je en comprends. revanche, tu vois, moi, j'optimise pas, et j'en ai conscience, cet aspect-là. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Bon, après, moi, j'ai pas d'équipe derrière, c'est moi qui le Faites, faites fais, ton donc truc. bon, ça, il faut du temps. Mais par exemple, je sais que suite à différents événements personnels, j'ai communiqué sur ma double carrière, Ouais. sport et professionnel, et je sais que ça a intéressé beaucoup, beaucoup de gens, finalement, Bien alors que sûr. je pensais que c'était inintéressant. Génial. Moi, je Mais oui, trouve mais ça je génial. sais, mais moi, j'avais pas conscience de ça. Et notamment, du coup, ça a généré beaucoup de flux, de communication avec des gens que je ne connaissais pas, notamment des gens qui ont pas un parcours traditionnel, école de Ouais, classique, quoi. commerce, HEC, machin, etc. Juste torché. Et Vas-y, vas-y. Désolé. Hop. Et je me suis aperçue que même si c'est pas, ils sont pas tous des sportifs de haut niveau et qui sont dans la finance, il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à trouver, à s'épanouir, ou en tout cas à trouver des jobs souvent dans la finance, parce qu'ils me lèvent quand même souvent pour la finance, mais pas que, euh, parce qu'ils ont un profil atypique. Ouais. Et bon, je pense que j'incarne pas trop mal le profil atypique. Et quelque part, ils se reconnaissent en moi sans avoir été sportif de niveau, mais ils peuvent avoir fait du théâtre ou peu importe. Et donc, voilà, ils viennent spontanément me poser des questions, etc. Et donc, j'essaye de les aider. Et là, je pense que, par exemple, très clairement, j'utilise pas tout mon potentiel pour pouvoir aider d'autres personnes sur Ouais. cet aspect-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que je fais la différence entre communication et personal branding, parce que peut-être que personnellement, si je réponds à ta question de façon vraiment individuelle et en tant que Karine Navas, personnellement, je pense que je pourrais aller dans le personal branding beaucoup plus loin pour accompagner, aider beaucoup plus de personnes que ce que je fais. Mais en fait, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question initiale, est-ce que c'est utile? C'est super utile. Mais en dehors de toi, ou tu vois, c'est même pas répondre à est-ce que le CFO doit être dans l'ombre ou dans la lumière. C'est le CFO, il a le droit comme le CEO de communiquer sur ses valeurs, Fait. sur qui il est. Et puis, c'est aussi un superbe véhicule d'attractivité pour les jeunes financiers. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, ah bon, ben, dans la finance, il n'y a pas que ce Il a... type de profil. Voilà, tout à fait. Mais enfin, mais tu sais, c'est marrant parce que au début, quand j'ai lancé ce podcast, je me suis dit, je vais aller interroger les CFO. Puis je me suis dit, alors moi, en publiant sur les réseaux, je peux te dire que le nombre de CV, bon, à part ceux qui envoyaient à l'arrache, auxquels je leur disais, fais attention à la manière dont tu envoies un CV et comment tu abordes les gens. En général, je le fais toujours, je réponds tout le temps. Par contre, j'ai reçu des CV de profils assez incroyables, hein, où les mecs, franchement, moi, j'ai jamais eu de galère de recrutement. Mais Le... moi non plus, tu sais, Ah, mais j'ai déjà recruté sur
sur CV envoyé sur LinkedIn, Bien sûr, mais enfin, parce que chez Ikea. et au début, je m'étais dit, bah, c'est hyper puissant et Mm. je vais faire ça. Et en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Les Mm. CFO ont du mal à notamment communiquer. Mm. J'ai réussi parce que c'est mon réseau perso où j'appelle les gens, les anciens de Valeo et choses comme ça. Je leur dis, vas-y, tu veux pas faire un podcast? Et ils me disent, allez, vas-y, on y va. Mais voilà, c'est un truc où je pense, alors peut-être on a raison trop tôt, toi et moi, parce que bah, en fait, on fait partie des rares en fait Mm. à publier. Mais en soi, je suis persuadé que demain, la génération, Bien qui sûr, est une génération de réseaux sociaux, bien en sûr. réalité, hein, ils Mm. grandissent avec ça, ils ont ça à 12 ans maintenant. Bah oui. Comment tu veux les attirer en lui disant, tiens, regarde mon annonce qui ressemble à peu près à toutes les annonces du monde, en réalité, Exactement. viens faire mon budget, mon forecast, voilà, Exactement. Surtout que les annonces voilà. vont être traitées par l'IA, donc en fait, Les annonces vont être complètement cohérentes et enfin, vont toutes se ressembler. Comment on fait pour attirer demain? Et moi, je m'étais dit le podcast. Bon, pour l'instant, je galère un peu. Je fais partie des rares CFO qui ont accepté. Après, il y en a quelques-uns d'autres aussi qui ont accepté. Mais c'est pas facile quand je les envoie, quand j'envoie le message. Je leur dis, est-ce que tu veux bien participer? Souvent, c'est oui. Et après, c'est, ah, faut que j'en parle à ma com. Et après, ah, c'est compliqué, je vais m'exposer, je sais pas. Les gens ont du mal, et je comprends d'un côté. Après, je leur dis, regarde, moi, en tant que salarié chez Safran, j'ai communiqué. Est-ce que tu m'as lu? Non, en général, ils disent, ouais, ouais, je t'ai lu et tout. Est-ce que tu m'as déjà vu communiquer quelque chose de Safran? Non, on n'est pas obligé d'aller se balancer nos dossiers. non, Et mais on fait pas que des complètement. choses bien, enfin, on a eu des difficultés, tout le monde, hein, ça fait partie du challenge et des trucs, et on n'est pas obligé de communiquer sur ça. Et on peut surtout, comme tu disais, montrer notre personnalité. Mm. C'est-à-dire que ça élimine aussi des candidats qui, par exemple, ne seraient pas d'accord, hein, en fait. Moi, je l'ai pris ça aussi, pareil, moi, pour ma carrière future, c'est-à-dire commencer à communiquer moi personnellement. Qui c'est que j'élimine, en fait, dans ceux qui voudraient me recruter, ceux qui veulent pas que je m'exprime, en réalité, bah, j'ai pas envie de bosser avec eux. Voilà, problème réglé. Mais c'est Donc, normal. en fait, je fais un écrémage plutôt que d'envoyer des CV et je me crée un réseau, comme tu disais. Ça fait, là, on parlait des CV, mais moi, j'ai eu des discussions énormes avec plein de personnes, en réalité. Bien sûr. Des C'est gens, très bah, riche. toi, enfin, on ne se connaissait pas du tout. Ouais. Les gens sont pas forcément accessibles de base. Mm. T'envoies un message, ils t'ont vu communiquer, ils voient ton nom, Mm. ils vont se dire, oh, bah, écoute, je vais lui répondre. En réalité, c'est comme ça que ça Mais marche. réellement. Et tu vois, pour revenir sur le cas d'IKEA, la dame que j'ai recrutée, elle m'a envoyé un message LinkedIn en disant j'ai vu votre. Je crois que c'était. J'étais passée je sais plus si, où j'étais, DAFMAG ou Financium, enfin peu Un des importe, événements, ouais. qui finance, enfin, il y en a plein. Et elle m'a dit je vous ai vu là, j'ai adoré votre discours, j'aimerais trop travailler pour vous. Il Trop s'avère que bien. j'avais un poste, je Ouais. l'ai rencontré, hop, je l'ai Matching. embauché et Ouais. elle est toujours chez Ikea. Mais il y a un matching des valeurs qui se fait naturellement, en réalité. Exactement. Et Et puis, ouais, exactement. Et c'est aussi, c'est ça en fait, le pouvoir de la communication et des réseaux sociaux, c'est de donner envie à des gens de bouger, d'évoluer, de rejoindre une aventure, de rejoindre un projet collectif, etc. C'est ça. Et c'est pas parce que c'est une personne qui le communique et qui l'incarne que c'est pas bien. ouais. Alors après, il nous reste plus beaucoup de temps Ouais. parce que après tu vas devoir bouger. Mais du coup, je veux quand même aborder ce sujet-là parce que moi, je le trouve important. La place des femmes, des femmes en finance. Moi, ça me tue. J'avais fait un podcast justement avec plusieurs financières parce que ben, on a fait des classes de finance. Les classes de finance sont remplies de femmes. À la fin, en termes de CFO, c'est pas représentatif. On est d'accord. Souvent, middle management, ça va, je trouve. Mm. Souvent, middle management, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Mais après, en termes de CFO, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Moi, je pense qu'il y a de la mentalité, c'est mon avis perso. Il y a de la mentalité et des deux côtés. Hein. Je parle Oui. autant des femmes qui des fois se mettent des freins tout seuls, Mm. autant des hommes qui aussi sont très protecteurs de leur petit espace. Mais toi, donc du coup, je sais que tu as des actions. Qu'est-ce que enfin, dans quel type d'association? Alors, je sais pas ce que tu fais, si c'est des associations ou pas, Oui. mais dans quel programme et qu'est-ce que tu fais justement pour les femmes en finance? Alors déjà, alors en finance, mais plus largement, Ouais, femmes au global en fait, voilà, au final dans exactement. l'entreprise. Donc je mentor Super, des femmes, donc j'en ai, tu vois, j'en ai 4 ou 5. c'est Donc beaucoup c'est déjà. beaucoup, ouais, C'est déjà et beaucoup. je les rencontre régulièrement, au minimum une fois par mois chacune. Donc c'est aussi du temps. Et puis j'ai une ligne directe accessible parce que je pense que c'est important. Donc le mentorat je pense, c'est clé. Mm. Savoir donner des clés, écouter, guider, parce que tu as raison, je pense qu'il y a la place des femmes dans la finance notamment, ou en tant que CFO,
il y a une part, bon, évidemment, de culture. Voilà, le CFO, à l'ancienne, il incarnait cette espèce de pouvoir avec une posture très rigide, etc. Donc ça, on en a parlé, c'est en train de changer. Donc naturellement, je pense que ça va aussi laisser un petit peu plus de place aux femmes. Mais en même temps, il y a aussi travailler sur cette espèce de syndrome d'imposteur pour beaucoup de femmes, dû à l'éducation, dû à parfois des managers, dû à plein de choses. Donc voilà. Et aussi au niveau des hommes, c'est très important, et c'est ce qu'on fait chez Bureau Veritas en l'occurrence, et je pense qu'on est très fiers, c'est que les hommes mentorent aussi des femmes. C'est vachement bien. Et ça, c'est chouette. Important. Exactement. Parce qu'en fait, c'est pas juste entre femmes qu'on va y arriver. Ouais. C'est évidemment la société dans son ensemble. Et que les hommes, et pour les hommes, c'est aussi, pour moi déjà, je vois des choses que j'imaginais pas, hein, très honnêtement, des comportements de managers que j'imaginais pas. Alors peut-être que moi Et pas forcément les plus vieux. et pas forcément les plus vieux, complètement J'avais vu des d'accord. trucs assez Mais incroyables. complètement d'accord. C'est-à-dire que là, c'est transgénérationnel, Ah, hein, ouais. on est bien d'accord. Et donc ça permet, donc, moi même en tant que femme, je vois des trucs, je me dis ah oui quand même. Moi j'ai pas vécu tout ça, mais effectivement ça existe. Et pour les hommes, mes collègues hommes, c'est la même chose. En fait, ça leur fait prendre conscience que c'est aussi une réalité. Mhm. La discrimination, elle existe partout. Bien sûr. Elle n'est pas que sexiste. Elle peut être de race ou autre. Hein, on va pas revenir dessus. Mais je pense que c'est ensemble, hommes et femmes. Enfin, je veux dire, Bien si sûr. on joue que entre femmes, de toute Oui. façon, on va perdre. Donc il faut vraiment qu'on embarque tout le monde, y compris les hommes. Donc ça, c'est un programme, je pense, qui est important. Mhm. Je fais aussi du coaching de femmes. Et puis, et je réponds beaucoup à Oui. mes anciennes collègues où en fait, là par exemple, je suis recontactée par une femme d'une ancienne entreprise, parce que c'est le nom, qui était dans l'IT. Donc Ok. vraiment pas mon Oui, pas secteur, vraiment le qui m'a domaine, ouais. contactée et qui me dit voilà, est-ce que tu peux m'aider en tant que leader. Et je la connaissais mais pas plus que ça, et donc j'ai pris 1 heure, 2 heures pour justement la coacher parce qu'elle était dans un moment d'évolution et elle doutait. Et donc maintenant je la connais mieux que quand je bossais avec elle dans la même entreprise. Ouais, ok. Mais ça, je pense que c'est ces petites actions-là qui sont très importantes. C'est parce que parfois, il suffit de rien pour faire prendre conscience à quelqu'un qu'en fait, elle est tout à fait légitime et qu'il faut y aller, quoi. Ouais. Et c'est vrai il y a quand même un biais chez les femmes, hein, on va pas Clairement. se mentir, Enfin, notamment les prises de poste. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues femmes Mm. qui me disaient oui, alors là, le truc qui m'énerve, c'est faut que je fasse une formation. Ouais, Fais mais pas c'est de très formation, typique. fonce, tu te formeras sur le terrain, c'est pas Exactement. grave. En plus, on est tous dans des domaines galères où en fait on apprend que quand on a la tête dedans, en réalité. Tout à Donc, fait. moi, ça, à chaque fois, je leur dis arrête Mm. avec tes formations, Mm. fonce, essaye. Au pire, qu'est-ce qui t'arrive? Au pire, tu recules. Au pire, tu rates. Voilà, tu rates, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pas la main. Et ça, c'est Ouais. compliqué souvent chez les femmes, enfin, Ouais. chez les collègues. Mm. Ça, comment je vais gérer avec ma vie perso. Ouais. À chaque fois, je leur dis, mais moi, je peux t'en montrer des femmes, notamment toi, Ouais. hein, qui sont mères, Mm. qui ont des gros rôles, des gros postes, Mm. qui n'ont pas abandonné leurs enfants. Ça, Exactement. Ouais, on est complètement. capable de tous gérer notre équilibre. Moi, je le cache pas. Depuis le début de ma carrière que j'ai eu des enfants, à 18h, je coupe. Mm. J'ai toujours prévenu mes chefs, 18h, je coupe. Je m'occupe de mes gosses. Reconnecte. À 22h, je me reconnecte, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, Exactement. moi, j'ai ma tranche. Là, tu m'appelles pas. Je répondrai pas. De toute façon. Donc, et en fait, quand c'est clair, tout le monde peut fonctionner, hein, en réalité. Exactement. Et moi, il y a un conseil que je donne souvent aux femmes que j'accompagne. Et ça, je pense que on se l'autorise pas, mais moi, il y a une réalité, je pense. C'est le pas de temps. Il y a des moments dans la vie d'une femme où on n'a pas envie, et je pense qu'il faut l'assumer aussi, on n'a pas envie d'avoir une évolution de carrière à ce moment-là, parce que la priorité, Ça à arrive. ce moment-là, elle va être familiale. Voilà, tout simplement pour des raisons, quand tu as peut-être un enfant en bas âge ou un enfant adolescent, enfin peu importe. Ouais, bien sûr. Et moi, je mets à l'est les femmes là-dessus. Et moi, je le dis, hein, j'ai refusé des Des évolutions opportunités, ouais, bien sûr. et des opportunités
et je suis très claire avec, encore une fois, la transparence, c'est pas le moment. Les carrières sont très longues. Bien sûr. On Mais a, tu vois, quand on parlait de transparence, si tu es transparent avec ton chef, moi par exemple, j'ai toujours dit à mes chefs, alors bon, ils ont quand même essayé, mais de m'envoyer à l'étranger, notamment aux États-Unis. Mais ma femme, en fait, a un métier qui fait qu'elle ne peut pas s'exporter aux États-Unis. En fait, sinon, elle rétrograde en assistante. Alors qu'elle a son cabinet. Donc, bon, donc à chaque fois, je dis à mes chefs, je peux partir en Asie, par contre, je partirai pas aux États-Unis. Mais c'est clair. c'est ça. Alors après, bien sûr, Jean-Marc, il est arrivé, tu peux pas aller à Greensburg. Donc déjà, non, j'ai pas envie de travailler dans un champ de maïs. Mais voilà, mais en plus, voilà, si c'est clair, déjà Mm. d'amont, Ouais. on sait, hein, les gens qui ont des enfants. Et, bien sûr, et c'est complètement entendable. Et c'est pas mal de dire non aussi. De dire non à Exactement. une promotion, c'est pas mauvais. Exactement. Et moi, ça, Ça fait ça partie vraiment, du je le martèle parce que finalement, il y a ça, c'est peut-être la différence avec les femmes, c'est que le fait de refuser un poste, ça, c'est interprété. Et ça, c'est aussi un biais au niveau des managers, que ce soit femme ou homme, hein. C'est interprété, tiens, bon, elle a pas d'ambition. Ouais, oui, Non, classique. mais Ouais, ouais, c'est réellement, clair. Ouais. elle a pas d'ambition, elle refuse un poste alors que je lui fais un pont d'or. Ouais. Parce que elle préfère s'occuper de sa famille. Et en fait, moi, je mets les gens très à l'aise. Je dis non, Hmm, c'est pas ça. hmm. C'est que ce n'est pas le moment pour cette évolution parce que en ce moment, 2 ans, 3 ans, t'en sais rien, ta priorité, ça peut être aussi un parent malade, hein. Bien sûr. Ça peut être voilà, un enfant que tu as besoin d'accompagner. Voilà. Et donc ça, j'interdis aux femmes de culpabiliser là-dessus parce que bon, c'est vrai qu'il y a moins, même un homme qui dit bah non, parce que ma femme, elle a une. C'est mieux accepté, ce que tu as ton Ouais, exemple par bien exemple, sûr. c'est mieux accepté qu'une femme qui va dire non, ben j'ai mon mari qui a une carrière, tiens, et puis. Et là, on va dire, ah bah oui, c'est la carrière de son mari Clairement, qui qui prime, prédomine, voilà, qui machin. prime, donc du Là, coup, c'est on va oublier. classique. Et Ouais. voilà. Et ça, c'est très important d'accepter d'avoir un pas de temps différent et qui est un moment pour tout dans la vie, et notamment pour les femmes. Mais là où je te rejoins, et c'est important de le dire et de l'exprimer comme tel à son Son avis. entreprise, à Faut son chasseur exprimer, de tête, peu importe. exprimer en transparence les contraintes Exactement. qu'on a et puis Mm. le reste avance. Il nous reste 2 minutes. Donc on va conclure. En tout cas, merci beaucoup. Bon, tant pis pour le small talk. Comme Ah ça, bah, vas-y, vas-y. c'est pour pas te mettre en retard. Ouais, attends. Regarde. Vas-y, vas-y. Ok. Ça peut être intéressant. Allez, petit small talk. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette partie d'interview. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié. Et je pense que les gens vont apprécier aussi. Bah, déjà ton dynamisme, c'est hyper frais. C'est pas commun comme discours et je trouve ça important. Aller bosser chez Bureau Veritas. Ouais. Ça a l'air super bien. Et du Et coup, Capital Énergie. et Capital Énergie, tout à Merci. fait. Donc moi je finis toujours par des petites questions rapides. La première pour toi, c'est quoi tes passions? Mes En passions. dehors du volet, c'est de la Ah, triche. ah, Triche pas. mes passions. Non, mais mes passions, c'est le sport. Ouais, le Et sport. là-dessus, Et en dehors du volet, est-ce que tu as un autre sport de prédilection? Ça Mm. permettra d'avoir du small talk aussi. Ouais, non, bah, je suis Non, très c'est volley vraiment quand que volet. même. Et Ouais. puis, je te dis, j'ai ma fille qui est en équipe de France de Ouais. volley, donc je suis dedans. J'ai mon mari qui est coach Mm. professionnel de volley. Donc, très honnêtement, on est quand C'est même le à fond domaine du là-dedans. volet. Et ma passion, non, c'est mes enfants. Voir grandir et se développer mes J'adore. enfants, je pense que c'est une vraie passion. Ah, non, c'est une passion prenante, je Voilà, comprends très bien maintenant. exactement. Mais Et ouais, le non, c'est. sport, et les Jeux Olympiques, et voilà, Ah, puis toutes en ces plus, on a activités. une équipe de France qui cartonne Ah, maintenant. Ah, j'adore. franchement, on se Double régale. champion, On se champion régale. olympique, voilà. Question rigolote, si tu avais un super pouvoir, tu choisirais lequel? Ah, ça c'est une super question. Super pouvoir. Oh, si, super pouvoir, moi ce serait de pouvoir me, Te trans- téléporter. me C'est téléporter. fou, il arrive bien souvent C'est vrai? celui-là. Ah Il non, mais arrive beaucoup. j'adorerais. Hop, t'es à Hong Ah, Kong. Hop, t'es aux États-Unis. Hop. ça serait trop bien. Ah non, ouais, C'est ce génial. serait le super pouvoir que j'adorerais avoir En plus, parce que écologiquement, c'est génial. écologiquement c'est Et en termes génial, de en termes temps, de voilà. curiosité, de découverte, d'enrichissement, c'est génial. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est top. Bah, souvent, c'est celui-là qui revient C'est vrai? et lire dans les esprits des gens. Ah oui, ah non, ça je voudrais absolument pas. Moi, je pense que ce serait le bordel, ça. Ah non, mais moi, ça m'intéresse pas. Honnêtement, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas ce que les gens pensent de moi. Ce qui m'importe, c'est ce que je pense de moi. Tu as raison. Et tiens, dernier en plus ça peut être un conseil qui peut intéresser des gens, notamment en reconversion. Ce serait quoi tes conseils pour la Karine qui s'est reconvertie après le sport professionnel? Sur quoi il faut faire un focus et sur quoi faut être important, enfin, c'est important de réfléchir.
Tu veux dire pour les sportifs de niveau qui voudraient se Sportifs reconvertir? ou même, tu sais, d'autres personnes. Moi, je pense à D'accord. des militaires qui Oui, qui tout se à fait. reconvertissent. Mm, Il y a plein de métiers, tout en à fait, dans fait. lesquels, où il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec la finance et arrivent en finance, hein. Moi, j'ai Ouais. croisé des ingénieurs Non, non, mais t'as raison. qui changent de métier. 2 conseils. Ouais, Le premier, c'est qu'il faut l'anticiper au maximum. C'est-à-dire que ça peut pas être un coup de tête. Et le deuxième, malheureusement, c'est que tu es intéressant quand tu es occupé. c'est-à-dire, C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'activité ou que tu es en transition, ok, ça devient plus compliqué il y d'être a beaucoup recruté. moins de gens qui te tendent la main. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est en lien avec l'anticipation, Mm. mais à partir du moment où tu as un plan, que tu es motivé et que tu l'as anticipé, c'est-à-dire que tu n'es pas, c'est la nature humaine malheureusement, mais je pense que d'avoir besoin de quelqu'un pour réussir, c'est un handicap. Ouais. Alors que si t'as pas forcément besoin, que t'es pas dans le besoin, les gens vont avoir plus tendance à t'aider. Je l'ai vu dans le sport, beaucoup. Mhm. Euh, Ouais, bah, on le voit, les sportifs moi, ouais, j'ai eu des potes qui, une fois sortis de l'équipe, c'est ça. tu vas faire des ligues mineures et après, Voilà. ça Et devient c'est très compliqué de revenir. traumatisant parce que je pense que la reconversion la plus dure est celle du sportif de niveau Ouais. parce que tu es dans un écosystème où tu es un peu starifié et où tu es important et du jour au lendemain tu deviens plus personne. Mm. Et donc c'est à ce moment-là que tu as besoin d'aide pour te reconvertir et tu n'y arrives pas parce qu'en fait il aurait fallu le planifier avant et l'anticiper pour demander de l'aide avant quand tu étais bankable. C'est Ah horrible ouais. de dire mais C'est au c'est une moment où tu es réalité. dedans. Ben, on le voit dans les sportifs type Tony Parker and co. Les sportifs américains l'ont très vite compris. Ils font du business quand ils Mais sont bien sûr. déjà en train de jouer, en réalité. Et je l'invente pas, hein, c'est Ouais, Michael Jordan bien qui sûr. l'avait donné comme conseil à Ouais, Tipeee. Donc, ouais. Non, mais enfin, faut ouais, commencer avant. tout à fait. Mais C'est, je pense que c'est applicable pour tout le monde. On le voit bien bien sûr. quand, d'ailleurs, on voit bien sur les réseaux sociaux, les gens qui sont déjà plus en activité, ils mettent plus en transition. Ils C'est vrai. mettent toujours l'ancien poste, alors que voilà, parce Mm. que c'est très compliqué. Ouais, Et donc ça, pour une reconversion, je pense que c'est primordial d'essayer de l'anticiper au maximum et d'avoir déjà une communauté, un réseau mhm. qui est là pour t'aider et pour t'accompagner dans ton next step. En tout cas, merci beaucoup. C'était Merci, super. Je te merci remercie pour le temps que beaucoup, tu m'as Jonathan. accordé. Et puis, bah, je te dis à une prochaine. À bientôt. Au top. Merci. Je te remercie d'avoir Merci à dépassé toi.